Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ici à Montréal pour un nouvel épisode d'On Jase Soccer. Aujourd'hui, nous recevons l'international canadien Olivier Océan, élu meilleur joueur québécois en 2015. Olivier Océan est l'un des rares Québécois évolués au plus haut niveau européen puisqu'il a même participé à la Ligue Europa cette saison. À ses côtés, nous accueillons deux consultants, deux spécialistes du soccer, Arcadio Marcuzzi et l'ex-joueur de l'Impact devenu journaliste, Patrick Leduc. Nous évoquerons ensemble la carrière d'Olivier Océan, nous parlerons de la MLS, de l'Impact de Montréal, mais également de l'exil des joueurs nord-américains en Europe. Comment s'adapter? Comment réussir? Voici notamment les thèmes de cette nouvelle émission que nous allons aborder dans l'un des bars historiques de la rue Saint-Hubert, le Medley Simple Malte. On jase soccer, c'est parti! Bienvenue pour la première demi d'On Jase Soccer, ça se passe au Medley Simple Malte et on reçoit un homme du Nord, un international canadien, Olivier Océan. Salut Olivier. Salut. Alors décidément, tu joues cette année à Odd, en Norvège. Tu jouais avant, tu viens du Québec. T'aimes vraiment les pays froids? Ouais, on peut dire ça, mais c'est là, j'ai eu l'occasion à Odd de revenir cette année et l'année passée, 2015. Et je continue encore deux autres années. Et ouais, tu continues à Odd jusqu'en 2017, certainement peut-être pour la fin de ta carrière, on va en parler. Et tu as commencé à Odd le début de ta carrière professionnelle. Alors comment est-ce qu'on se retrouve dans une université en Amérique du Nord, puis en Norvège? Comment ça se passe? En fait, ma dernière année universitaire à Solon Connecticut State University, il y a eu un repêchage de MetroStar, qui est maintenant le Red Bull. Et c'est ça, Red Bull de New York. Ouais. Et Bob Bradley m'a repêché. Et ensuite, nous sommes partis en préparation à la Manga en Espagne. Et de là, tout s'est fait très vite. J'ai marqué, j'ai planté beaucoup de buts contre des équipes de la Norvège, un peu partout en Europe. J'ai marqué. C'est de là qu'ils m'ont repêché, l'équipe de Odd. Je me rappelle l'entraîneur qui est maintenant l'assistant aujourd'hui. Et il est venu vers moi dans ma chambre là-bas. Il dit « Viens, je vais te parler 2 secondes. » J'étais un peu trop timide, je ne savais pas c'était qui. Et de là, on a eu une conversation, on a discuté un peu, comme 10-15 minutes. Et il m'a demandé si j'étais intéressé à venir en Norvège. Puis, Tu connaissais la Norvège? Pas du tout. Je savais que Patrice Bernier était là-bas. On se parlait de temps en temps. Et, Patrice Bernier, c'était ton ami, ton copain. Ouais, vous jouiez ensemble à Brossard. Tu viens de Brossard? Oui, comme ça, dans le parc, tout ça, on jouait toujours ensemble. Et je savais qu'il était déjà là-bas à Moss. Et je me rappelle, je l'ai contacté direct. J'ai commencé, c'était club-là et tout. Il m'a raconté un peu comment l'atmosphère là-bas, comment les gens se comportent et la culture. Et de là, ils m'ont fait un contrat. Et ça a continué. Justement, après, tu as continué en première division allemande, en Bundesliga, en deuxième division aussi allemande. Pourquoi tu as fait ce choix de toujours jouer en Europe? Parce que j'ai eu des bonnes offres en Europe aussi. Bonnes offres, c'est quoi? C'est le salaire, c'est l'argent? Ils m'ont donné l'opportunité de jouer, de première équipe. Quand je parle aux entraîneurs, je leur demande direct est-ce que je suis dans les plans de jouer les 11 partants. Ils me disent oui, tu es mon joueur premier plan. Et de là, c'est ça qui est important pour les joueurs de foot, c'est de jouer, de toujours jouer. Puis j'ai eu cette chance, au fait, de toujours être partant dans les clubs que j'ai pu former. Des clubs prestigieux aussi, comme Francfort. Et cette année, tu as joué contre des clubs très, très prestigieux. Un finaliste d'ailleurs de Ligue des Champions en 2012, Borussia Dortmund, c'était en Ligue Europa. Quel souvenir est-ce que tu gardes de ce match? Alors, si je me souviens bien, vous meniez 3-0 avant que ça se passe un petit peu plus mal. Tu peux nous raconter ça? Ouais, 3-1 à la mi-temps, ça c'était incroyable. Les supporters ne pouvaient pas y croire aussi. Même nous, dans le vestiaire, après, à la mi-temps. À la mi-temps, on était juste... on ne parlait pas, on était comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est si fort que ça. On mène 3-0 contre le Borussia d'Aubameyang. C'était des beaux buts aussi, on a marqué aussi des beaux buts. Et finalement, vous avez perdu. On était bien, tactiquement, on était bien placés. Après, on a eu une erreur du gardien, un 3-1. Puis après, tu savais que en deuxième mi-temps, les supporters de Dortmund ont commencé avec les feux et tout. Ouais. Et nous, donc vous avez perdu 4-3. 4-3, voilà l'affaire. Et après, vous avez joué à Dortmund dans un stade mythique. Ça s'est un peu plus mal passé, mais vous meniez 1-0 et finalement défaite 7-2.
Ouais, c'est ça, c'est Dortmund. Et après, ils se sont réveillés, puis Mkhitaryan avec un beau but. Et après, il y avait, je pense, Kagawa. Mais on n'a pas joué aussi avec la plus forte équipe, mais de toute façon, je crois pas. C'était pas dans nos plans de passer ce tour-là. Je pense que l'entraîneur avait en sa tête le match de dimanche qu'on s'était avec, et il nous a dit OK, là, on va essayer de faire belle figure, mais c'est pas ça qui est important pour nous. Et c'est ça. Donc Norvège, Allemagne, Norvège à nouveau jusqu'en 2017. Mais est-ce que le Québec te manque? Oui, bien sûr, j'ai ma famille ici, j'ai tout le monde, tous mes amis ici, j'ai grandi ici. C'est sûr que ça me manque de commencer quelque chose ici, de revenir avec la famille, de mes enfants aussi, qui viennent à l'école, un peu de stabilité. Ils restent ici? Non, ils sont avec moi là-bas, mais c'est sûr qu'ils veulent revenir ici, avoir une stabilité de famille, et commencer quelque chose ici. Alors, un jour, on verra. Justement, tu disais il y a encore pas longtemps que tu aurais aimé jouer en MLS. Tu aurais aimé que ta famille qui vit ici te voit jouer, voit que tu es un bon joueur de foot, c'est ça? Oui, bien sûr, parce que j'ai beaucoup évolué en Europe et je sais que j'ai les qualités pour jouer ici. Tu avais fait un appel du pied à l'Impact pour jouer? Oui, parce que j'étais intéressé à venir, mais je crois que je n'étais pas intéressé. En fait, Klopas, il me disait intéressé, il m'appelait, mais c'est juste des appels juste pour m'appeler, au fait. Et pourquoi ça ne s'est pas fait? Est-ce qu'il ne voulait pas de toi? Est-ce qu'il ne voulait pas d'un Québécois? Comment... Ah, je sais pas, il était vraiment intéressé, mais après, la semaine d'après, il était plus intéressé. La semaine d'après, il est intéressé encore. Je sais pas, c'était ça la conversation. Je suis intéressé, tu veux venir? OK, on parle de chiffres, mais on n'a pas parlé de chiffres. Alors... Après, je lui ai dit en décembre, décembre, il y a 1 an, je lui ai dit OK, là, si vous n'êtes pas intéressé, je m'en vais quelque part d'autre, c'est tout. Parce que, il dit non, attends encore une fois. Je dis, je peux plus attendre parce qu'il y a d'autres équipes qui veulent ma réponse. Et voilà, ça s'est fait comme ça. T'es déçu? Oui et non, parce que aussi j'ai un bon contrat aussi en Norvège, je connais les gens, c'est comme pour moi ma maison en Norvège, parce que le club, ou Odd, ils m'ont pris chaleureusement, puis ils me connaissent, et c'est comme quand je disais, c'est ma maison, ils sont très sympas, et la culture me convient. Et est-ce qu'on t'a contacté toi-même directement pour rejouer en équipe nationale? Ça fait 3 ans que tu n'y as pas mis les pieds. Depuis le match de Cuba, c'est ça? C'était en 2012? Cuba, ouais, quand j'ai eu le carton et tout. Et ils ne m'ont pas contacté, au fait. Je crois qu'un agent m'a dit OK, parce que peut-être tu es trop vieux, il veut faire la place aux jeunes, et que tu habites trop loin aussi en Norvège, les billets d'avion sont chers, et le paquet est lourd pour eux. Je dis OK. Bon. T'es pas déçu de ne plus rejouer Oui et non. L'équipe Canada, je me rappelle les derniers matchs que j'ai joués avec l'équipe Canada, on avait beaucoup de joueurs qui étaient sans club, qui évoluaient avec moi. Alors, tu te remets en question, est-ce que de voyager 10 heures de temps et plus, et jouer avec l'équipe Canada, et ensuite... Repartir, se fatiguer? Même fatigué, et ensuite les joueurs sont sur le terrain qui ne s'entraînent pas tous les jours. Tu te dis OK, je ne sais pas si c'était la meilleure des choses. Voilà. Bon, en tout cas, l'équipe nationale, on va en parler dans la deuxième demi, dans le débat avec Patrick Leduc et Arcadio Marcuzzi. Est-ce que tu connais Blake Smith? Blake Smith, c'est un jeune joueur qui a été repêché par l'Impact en 2013, qui n'a pas été conservé lui non plus par le club, qui n'a pas forcément eu l'occasion de beaucoup y jouer. Il est passé ensuite par la Suisse et vient de signer au Miami FC, le club qui est maintenant entraîné par Alessandro Nesta. On l'a rencontré il y a quelques jours, il nous explique son choix justement de signer à Miami et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Premier choix de l'Impact au Super Repêchage 2013, Blake Smith connaît une première saison fort respectable sous les ordres du volcan suisse Marco Schellibohm. Salto arrière inattendu la saison suivante, alors qu'il n'est utilisé que dans 3 matchs de MLS par l'été noir gréco-américain Frank Klopas. I don't think in the past the Impact has really developed their young players properly, and I think the young players have really suffered because of that. And it's a bit of an injustice to the young players. For me, I would say I didn't really get a fair chance, but maybe the coaches saw something different. But that's the game of football. It's a business. You never know reasons for why they're not playing players or why they play other players over certain players. So for me, it was too bad. I love the city of Montreal. I love my girlfriend lives here, and it's like my second home right now. Après avoir été libéré par l'Impact en 2015 et joué en 4e division suisse la saison dernière, Blake s'alignera l'an prochain avec un tout nouveau club de la NASL, le Miami FC. Il aura pour entraîneur un ancien coéquipier, un certain Alessandro Nesta. It's
you might say a step back in my career if you look at it as MLS versus an ASL. But to me, it's going to be a top-class club. I know Nesta, and I knew the kind of guy he was, and I know what he thinks of me as a player. So I know it's a good opportunity for me to prove to myself and to everybody else, just be in a good place like that with somebody that really understands the game of football. With the likes of Maldini also. These guys know the game of football, and they're not going to bring in average football players. They're going to bring in guys that they really see can push for the playoffs in their first year of competition. So for me, it was really an easy decision, and I'm excited to get to Miami and just get to play. L'équipe Donjon Soccer s'est prise d'affection pour le jeune Blake et a bien voulu lui rendre service en lui permettant de s'entraîner avec sa sélection et d'apprendre ainsi au contact de joueurs triés sur le volet. L'expérience dont Blake gardera certainement un souvenir impérissable qu'il pourra raconter avec fierté et émotion à Alessandro et Paulo. On est de retour au medley Simple Malte pour la deuxième demi Donjon Soccer. Le thème de notre débat, l'exil, une nécessité pour réussir. Autour de moi, vous reconnaîtrez toujours l'international canadien Olivier Océan et également l'ex-joueur de l'Impact, journaliste présentement pour RDS, Patrick Leduc. Salut Patrick, Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors avec nous également un autre spécialiste de l'Impact et du soccer, notre ami Arcadio Marcozzi. Salut Arca. Salut Romain. Alors toi qui connais par cœur tous les championnats argentins et sud-américains dans son ensemble, est-ce que tu connaissais un petit peu le championnat norvégien? Honnêtement, non, mais c'est sûr que bon, avec les Patrice Bernier, Olivier Océan qui y performent ou qui ont performé, on s'y est intéressé un peu plus au cours des dernières années. Alors, c'est toujours plaisant de découvrir des championnats qu'on considère un peu hipster ici, mais qui quand même ont un très bon niveau et qu'on gagne à connaître. Oui. Justement, Patrick, le profil d'Olivier est assez singulier, assez différent de ce qu'on connaît en Amérique du Nord. Olivier a fait toute sa carrière en Europe et principalement dans les championnats nordiques. Rarement les joueurs nord-américains traversent le continent et traversent l'océan, non? Oui, rarement, mais dans le cas d'Olivier, j'ai eu la chance, le plaisir de jouer avec son frère pendant plusieurs années et on a eu une trajectoire qui, au départ, c'est quand même ressemblé. On est passé par les universités américaines. Certains ont fait une carrière ensuite professionnelle en Amérique du Nord. D'autres ont fait le choix d'aller en Europe. Et puis, ça semblait être un port d'attache un peu plus accessible, celui de la Norvège. Patrice Bernier est allé, Olivier est allé, Sandro Grande est passé par là. Et il y a d'autres joueurs, Félix Briand, par exemple. Il y a quelques joueurs de l'équipe nationale qui jouent même en... André Hainaut. Donc, ils ont fait ce passage par la Scandinavie. Est-ce que c'est parce qu'il y avait un bon filon, est-ce qu'il y avait des bons agents ou c'est parce que les Canadiens avaient la cote là-bas? Bref, c'est un bon exemple d'une carrière réussie en Scandinavie, celui d'Olivier. On va en parler justement de la Scandinavie après. Mais Olivier, pourquoi est-ce que peu de joueurs, d'après toi, prennent ce risque de quitter leur continent, de quitter le Québec, le Canada ou les États-Unis? Peu de joueurs. Ouais. Mais c'est difficile avec le passeport canadien, d'après moi, d'avoir une opportunité de performer en Europe parce que les équipes européennes se disent le Canadien, qui va vouloir venir regarder un Canadien jouer dans les estrades? Parce qu'eux, ils essaient de vendre leurs tickets aussi, les billets. Puis le passeport canadien, je ne crois pas que ça va vendre beaucoup. Même si tu es un bon joueur, même si tu as les qualités. Parce que là-bas, en Europe, si tu joues 2-3 mauvais matchs, tu es sur le banc tout de suite. Mais après, ici, je ne sais pas si c'est la même chose, mais tu dois absolument performer. Et c'est ça la différence. Alors, le joueur canadien qui va aller là-bas, je ne sais pas, en Hollande ou quelque part d'autre, il va se décourager, je crois, après 5 mois s'il ne joue pas bien et revenir ici à Montréal ou au Canada. On est un joueur, comme Olivier le disait, qui n'est pas nécessairement recherché. On tente de faire notre place. Il faut se faire connaître, en fait. Oui, et pour un jeune joueur, Olivier parlait aussi du fait que après 5 ou 6 mois de performance quelconque, on se décourage, on a envie de rentrer. Si on n'a pas un réseau de soutien autour de nous, si la langue, en plus, est un obstacle, ça devient vraiment difficile de... Mais toi, pourquoi tu n'as pas voulu partir? Toi, tu as joué toute ta carrière ici. Pourquoi tu n'as pas voulu quitter ton pays? Pourquoi? Parce que j'avais une situation qui me satisfaisait à bien des égards. J'étais content de pouvoir jouer chez moi. D'arriver à faire sa place après un certain nombre d'années et de commencer à gagner sa vie avec ça, je trouvais que ça me faisait un peu peur de me remettre en danger pour repartir à zéro, puis des raisons personnelles, familiales. J'ai pas senti
l'appel non plus. J'ai pas eu d'offre alléchante à part de venir faire des essais. Et puis, bon, pour toutes ces raisons-là, je me suis dit que mes chances de succès, de toute façon, étaient assez limitées, que ça valait pas la peine de vraiment... De prendre ce risque. Ben, oui, ça aurait été une autre histoire. Peut-être que si on pouvait faire un replay, je pourrais recommencer, mais je suivrais Olivier. Peut-être qu'il y aurait une place comme milieu défensif. Mais Arcadio, on va être direct. Est-ce que pour réussir, vraiment un Québécois, pour être vraiment reconnu, connu, est-ce qu'un Québécois n'a pas le choix que de s'exiler finalement? Je pense qu'avant, c'était inévitable. Il y a peut-être 10 ans, tu n'avais pas le choix parce que bon, la scène locale était très petite, le niveau était assez limité. Ça change maintenant, évidemment, avec la MLS. Il y a d'autres possibilités. Reste que les championnats européens, il y en a beaucoup. C'est du très bon niveau. Les offres aussi financières sont alléchantes. Donc, de ce côté-là, ça reste encore une option, disons, l'option la plus intéressante pour un jeune joueur. Mais de plus en plus, ce qui est bien, c'est que les options locales deviennent aussi de plus en plus variées. Et avec des académies d'ailleurs qui sont nées, Olivier. Il n'y avait pas ça à ton époque, des académies en MLS. Pas ça du tout, mais je pense en ce moment, même s'il y a des académies, ça ne veut pas forcément dire qu'un joueur va performer, va devenir professionnel. C'est pour ça que pour moi, l'université américaine, pour moi, est plus importante que l'académie. Parce qu'à l'université américaine, après, tu as quelque chose dans tes poches, tu as un degré ou un bachelor ou... au moins un diplôme. Un diplôme, puis tu joues au foot aussi. En jouant au foot, tu peux te faire voir par les professionnels, par les équipes MLS, te faire repêcher. Même, il y a certains agents européens qui regardent des joueurs qui évoluent à l'université. Puis, de là, il y a aussi cette option, en tant que joueur universitaire, de partir quelque part. C'est pas dire que, pas à cause que tu n'es pas professionnel, que tu ne peux pas partir en Europe. On va faire une petite pause. On va écouter la chronique du professeur Olivier aujourd'hui. Le professeur nous explique pourquoi les États-Unis pourraient devenir une grande puissance du soccer. On le sait tous, dans les décennies à venir ou même dans les années à venir. On écoute ça et on se retrouve. À tout de suite. Les pays nord-américains ne sont pas vraiment reconnus comme étant des puissances dans le foot masculin. On s'entend que le Canada et les États-Unis sont plus vus comme des pays de football, de Tom Brady, de basket, de baseball ou de hockey. Mais je suis convaincu que d'ici une cinquantaine d'années, nos voisins du Sud, les États-Unis, seraient très bien capables de devenir une puissance dans le soccer masculin mondial. Et je vais expliquer pourquoi aujourd'hui avec le livre Soccernomics, une bonne bible. Si vous n'avez jamais lu ça, sautez là-dessus dès que j'ai fini de parler. Dans ce livre-là, on explique qu'il y a 3 critères pour expliquer les performances d'une équipe à long terme et match après match. Et ces critères-là, ce sont la richesse, le bassin de population et l'expérience. Pour ce qui est de la richesse, lorsqu'un pays a environ 15 000 $ de PIB par habitant, c'est un pays qui est capable d'avoir les infrastructures pour développer des athlètes de haut niveau, les garder en santé et bien les nourrir. Ça, c'est pas un problème pour les États-Unis. Du côté du bassin de talent, les États-Unis, c'est un pays très populeux avec 320 millions de personnes. C'est pas un problème là non plus. Il y a assez d'athlètes naturels aux États-Unis pour être capable de former des joueurs de haut niveau. Là où ça se corse par contre, c'est au niveau de l'expérience, parce que je ne vous apprendrai rien. À la fois au niveau ligue qu'au niveau international, les États-Unis n'ont pas la même expérience que le Brésil, la France, l'Allemagne ou l'Angleterre. Par contre, plus le temps avance et plus les États-Unis vont réduire cet écart-là et prendre de l'expérience et, tranquillement, pas vite, rattraper les meilleurs pays au monde. Bon, évidemment, la problématique elle est un petit peu plus complexe que ça. La structure de la MLS brouille les cartes. Le fait qu'il y ait beaucoup de rivalité entre les sports professionnels aux États-Unis complique un peu la donne, mais je demeure convaincu que les États-Unis sont assez riches, assez populeux et bientôt assez matures pour être capables de rivaliser avec les plus grandes puissances mondiales dans le soccer masculin. On est de retour au medley Simple Maths pour la suite de notre débat avec toujours Olivier Océan, Patrick Leduc et Arcadio Marcuzzi. Patrick, ce qui manque peut-être au Canada, ça serait pas finalement, c'est simple à dire, mais c'est une cruelle vérité, une vraie star. Quand on voit, c'est sans te faire injure, Olivier, mais que tu es le meilleur joueur québécois en 2015, un nom que finalement, quand on va dans la rue,
peu de personnes te connaissent. Est-ce que c'est pas ce qui manque finalement, un vrai joueur avec une notoriété? Ben, je pense qu'on voit l'effet que les stars ont sur le soccer en Amérique du Nord. Beckham en est un exemple, Didier Drogba, l'effet que l'effervescence que ça a suscité, sa présence. Oui, c'est vrai que le soccer canadien, on le voit côté féminin aussi. Christine Sinclair est une vraie star parce qu'elle est reconnue, elle a gagné une médaille aux Olympiques. Le Canadien moyen reconnaît Christine Sinclair. Elle est même dans un jeu vidéo. Donc, On l'a oui, assez entendu en publicité tout l'été. ah oui, exactement. Je voulais pas rappeler de mauvais souvenirs non plus, mais je pense qu'on va... chaque sport a besoin d'un personnage emblématique et évidemment qu'on y gagnerait. Mais étant donné que c'est un sport d'équipe, on pourrait aussi avoir une qualification à la Coupe du monde qui serait ce qui soulèverait finalement la portion plus élite du sport. Parce qu'au niveau de la participation, c'est très populaire. C'est le sport le plus populaire au pays. Et de très loin, d'ailleurs, Et en de termes loin, de pratiquants. oui, parce que c'est accessible. Mais on n'a pas cette culture du dépassement au soccer. Chaque fois qu'un club a atteint une finale de Ligue des champions, il faut passer beaucoup de temps à expliquer ce qui se passe parce que c'est pas quelque chose qui fait partie du patrimoine sportif. On ne Ouais, connaît mais pas. comment est-ce que tu peux expliquer, ou Arcadio, comment est-ce que vous pouvez l'un ou l'autre expliquer qu'il n'y ait pas forcément de bons, pas forcément d'excellents joueurs, mais de bons joueurs qui puissent jouer en Angleterre, en France, en Espagne, dans un top 4, top 5 du championnat, alors qu'il y a quasiment 1 million de pratiquants ici? Ben, je pense que c'est une question de faut se donner le temps, en fait. Le développement est encore en train de, selon moi, là, je ne dirais pas ses premiers balbutiements, mais on développe tranquillement. Je pense que si tu regardes, par exemple, l'exemple belge, tu vois, les dernières générations de joueurs belges sont exceptionnelles. Et puis la Belgique est devenue de plus en plus une destination où on se dit, OK, il y a un pédigré qu'on recherche. Quand c'était peut-être pas le cas il y a 20 ans. Donc, le Canada pourrait éventuellement, avec un bon développement, avec un bon programme national, arriver à ce niveau-là. Oui, mais sans vouloir tordre le fer dans la plaie, c'est que si on peut se donner beaucoup de temps, mais si on continue à faire ce qu'on a toujours fait, ça ne va pas donner des résultats bien différents. Et je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui ont fait leur chemin eux-mêmes. On a Olivier ici qui en est un exemple. On se trouvait à jouer dans des ligues provinciales, chercher des matchs un peu plus compétitifs en faisant des tournois aux États-Unis. Justement, trouver un niveau de compétition quand on arrive à 17 ans, 18 ans. Ce qui nous paraissait le plus intéressant, c'était le circuit universitaire américain, non pas canadien. Moi, ce que je crois qui manquait à notre époque, c'était un niveau de compétition un peu plus élevé parce qu'il y avait trop de matchs faciles pour des joueurs, disons, de sélection provinciale. On avait un championnat canadien une fois par année. Quelques tournois à l'occasion aux États-Unis qui donnaient quelques bons matchs. Mais le championnat provincial lui-même, ça ne suffit pas à produire des joueurs qui vont vraiment se dépasser. Un joueur qui a du talent va surfer au-dessus, pas besoin de se dépasser pour marquer une vingtaine de buts. C'est ce qu'on disait, finalement, il fallait s'exiler pour espérer performer. Ou rassembler les meilleurs pour les faire jouer plus souvent les uns contre les autres. Est-ce que la Ligue des académies en Amérique du Nord fait ça? Je pense que oui. Est-ce que ça, ce sera suffisant pour vraiment produire des joueurs qui vont passer le cap de non seulement être des joueurs de MLS, mais être des vedettes de MLS? Ça, je n'en suis pas encore certain. Non, mais je pense aussi que les meilleurs jeunes joueurs doivent jouer contre des adultes. Ils doivent jouer contre les U17, U18, doivent jouer contre des joueurs de 25 ans, 26 ans pour se développer un peu plus vite. Hein? Parce que l'encadrement des entraîneurs aussi doit être à un certain niveau. C'est ça, tout d'un coup, l'entraîneur qui dit qu'il faut jouer de tout, faire ça, 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 puis après, ils n'ont plus le goût de jouer avec la folie un peu. C'est ça aussi qui fait faire la différence. La créativité, c'est la créativité au soccer aussi que le monde aime voir. Mais c'est ça aussi, l'encadrement aussi des entraîneurs doit être aussi supérieur, je crois. Aussi au niveau. Arcadio, est-ce que présentement, là, dans l'état actuel du soccer canadien, on peut espérer voir le Canada en Coupe du Monde en 2018? Ou même en 2022? Voyons plus loin. Écoute, c'est difficile, mais c'est loin d'être impossible. Je pense que... T'es optimiste, toi? Je vois Patrick qui rigole à côté. Non, mais en même temps, tu sais, bon, c'est sûr que c'est une grosse commande. Hein. On n'est pas encore au niveau d'un Costa Rica, loin de là, mais je pense qu'il y a quand même une certaine stabilité au niveau du programme depuis quelques années. Ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Après, c'est sûr que, bon, il manque encore un petit peu le ciment, mais je pense que ça, au cours des derniers matchs là, qu'on a vus, c'est positif.
les qualifications. Je pense que il y a un petit volet psychologique aussi. Il va falloir passer un certain cap, là, avoir une certaine confiance dans le projet, dans le maillot, le blason. Puis ça s'acquiert avec des victoires sur le terrain. Oui, c'est pas évident parce que on peut attendre et se dire qu'on va avoir une prochaine génération, mais je pense que ça va prendre quelqu'un qui a l'ambition de dire on va se qualifier à la Coupe du monde et on va même battre le Mexique pour le faire. Alors ça peut paraître fou et plusieurs joueurs dans le vestiaire, si un coach arrive, vont dire t'es fou, on va se faire tuer. Et puis, ils ont peut-être raison aussi de penser ça. Mais quand même, psychologiquement, si on n'a personne qui se dit qu'on va arriver à battre le Mexique et à se qualifier à la Coupe du monde, bien, on est battu d'avance. Alors justement, parler d'espoir, alors ça va être le dernier point de notre débat. Est-ce qu'un Québécois peut réussir réellement à l'Impact? Olivier, je sais que tu es un peu plus pessimiste là-dessus. On a vu Patrice Bernier, on a vu le Duc qui a joué là-bas, qui a joué à l'Impact, mais c'est l'arbre qui cache la forêt ou... C'est possible, mais je crois que c'est les dirigeants qui décident de ça. C'est les dirigeants qui vont choisir le joueur de l'académie et dire on va mettre l'équipe autour de toi. Et c'est eux qui décident vraiment qui va performer. Est-ce que tu crois qu'on y croit assez? Est-ce qu'ils doivent y croire davantage pour que ça fonctionne? Mais tu parles des fanatiques ou des... Tout le monde, parce que c'est vrai qu'à Montréal, même les fans, on est très dur envers nos propres héros. Ça, on le voit avec les Canadiens de Montréal, on glorifie un joueur qui a du succès, mais dès qu'il y a une baisse de régime, on est très critique. On n'accepte pas, on donne pas beaucoup de marge d'erreur à un jeune joueur, un joueur local. Et puis, je pense que les dirigeants aussi ont cette culture-là. À l'Impact de Montréal, on l'a vu. On a souvent senti qu'un joueur local, oui, mais qu'il fallait souvent aller chercher un joueur d'ailleurs soit pour le mettre en compétition ou pour avoir un meilleur rendement parce qu'on ne croyait pas que ce qu'on avait était suffisant. Oui, c'est vrai qu'on est plus dur des fois avec le joueur local, les fans, les médias même aussi parfois. Mais en même temps, on l'a vu avec le dossier Patrice Bernier l'été passé. L'inverse est aussi vrai. On va se ranger derrière le joueur quand on sent qu'il y a une injustice. Je pense que le cas Patrice Bernier, Frank Lopas a été un très bon exemple de ce côté-là. Donc, je pense que de plus en plus, les mentalités changent, puis on va comprendre qu'on gagnerait à avoir une vedette locale. On verra ça dans les années à venir. En tout cas, nous, on se retrouve dans un instant derrière le comptoir pour notre questionnaire où on va parler justement des joueurs nord-américains en Europe. À tout de suite. Jazz Soccer continue au medley Simple Malte avec, pour notre questionnaire, toujours Olivier Océan, Patrick Leduc et Arcadio Marcoudi. Alors, les règles sont simples, messieurs. Le premier qui a 3 bonnes réponses a gagné. Il n'y a pas de règles d'ailleurs. Vous pouvez donner votre réponse le plus rapidement possible avant même que je termine ma question. D'accord ? C'est une question de rapidité. Surtout pour cette première question. Vous êtes prêts ? Alors, Patrice Bernier a joué plusieurs saisons en Europe, évidemment, a joué aussi à l'Impact. Mais quel a été son tout premier club professionnel ? Voilà, Moss. Question de rapidité, Olivier, bravo. Un club norvégien qui évoluait en 2e division d'ailleurs. C'était en 2003-2004. Il a joué une quarantaine de matchs là-bas. Deuxième question, un peu plus difficile. Quel ancien international canadien a fait le doublé Coupe-Championnat avec le Werder Brême? C'est en Allemagne en 2004. Parfait. Quelle question de rapidité. Paul, de son prénom, il a 38 ans aujourd'hui, il était milieu de terrain et c'est le recordman de sélection avec l'équipe nationale du Canada. Et avec on l'a battu 84. avec Brassard, USA Cup 94. Ouais. 94, Au pénalty. Alors, c'est un milieu offensif qui a été formé à l'AS Cannes. Il a joué 19 matchs avec New England en 2004. Félix Briand. Voilà, Félix Briand, exactement. Qui est né dans quelle ville? Brossard. Montréal. Voilà, Brossard. C'est un clan de Brossard entre Bernier, toi et Félix Briand, et qui maintenant est d'ailleurs directeur technique du club de Brossard. 4e question. Dans quel club évolue l'international canadien, qui est également québécois? Il s'appelle Samuel Piette. Deportivo La Coruña. Non. Racing Ferrol. Voilà, 2 partout. Racing Ferrol. En quelle division espagnole? Segunda B. C'est la 3e division, exactement. Et ça se passe plutôt bien puisqu'il est en passe de monter en 2e division. Il est régulièrement exactement. Il est régulièrement utilisé, pas forcément toujours titulaire, mais ça se passe plutôt bien pour lui. On verra l'an prochain où est-ce qu'il évoluera. Ça fait, c'est Détroit, j'ai oublié le nom. Alors, je vais faire une question un peu plus large
puisqu'il va falloir départager les deux, à moins qu'Arcadio ne trouve cette réponse. Confiant. Quelle est la distance entre Brossard et Skien en Norvège? Skien, c'est la ville d'Odd. Quelle est la distance entre ces deux villes, entre Brossard et Skien? 5400 km. Combien? 5400 km. On va faire le plus proche. Patrick? Je veux dire 5800 km. Moi, je veux dire 7002. Eh ben non, évidemment, c'est Olivier Océan. Alors, et il est tout proche. En voiture. 5465,77 km à vol d'oiseau. Bravo. Bravo, Olivier Océan. Le ballon d'or. Merci. C'est donc Olivier Océan qui remporte ce quiz Donjaz Soccer. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été avec nous. On te souhaite bonne chance pour cette saison avec Odd, pour la qualification également en Ligue Europa. On espère que tu iras loin cette année. L'objectif, la phase de poule? Ouais, c'est l'objectif, espérons-le. Hein, voilà. On espère aussi. Merci beaucoup Patrick Leduc. Merci Arcadio d'avoir été parmi nous. On remercie également le medley Simple Malte, les patrons René et Jimmy. On remercie également toute l'équipe de tournage Donjaz Soccer. Et on se retrouve un peu plus tard, dans quelques jours, quelques semaines, pour un nouvel épisode Donjaz Soccer. À bientôt. Bye bye.